Alors, bonjour à tous, Déborah Knopp, j'enseigne au lycée Émilie Brontë. Donc c'est un petit peu compliqué, on vous présente 3 projets différents. Le premier, je l'ai mené l'année dernière avec une ATER de l'UPEM qui n'y est plus aujourd'hui, qui s'appelle Claire Collin. Romain Ménini va vous présenter une séquence que nous sommes en train de développer. Et Edith Autran parlera d'une séquence que tu élabores avec 2 autres collègues de l'UPEM, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai travaillé l'année dernière avec Claire Collin pour une séquence destinée à la classe de seconde. Donc, la séquence était entièrement orientée vers le projet d'un concours de nouvelles qui est organisé par l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, à laquelle vous pouvez peut-être tous participer. Voilà. Donc, il y a 3 catégories. Lycéens, jeunes adultes ou étudiants, et puis adultes. Et donc, nous nous sommes demandé dans quelle mesure les contraintes de la brièveté, d'une part, parce que l'année dernière, les élèves étaient limités à 1800 mots, entre 400 et 1800 mots, et puis la contrainte d'un thème pouvait faciliter l'écriture de nouvelles. Alors, ce thème l'année dernière était celui de l'orientation. Et donc, nous avons déployé les SEM, en fait, du mot. Donc, c'était une contrainte assez stimulante parce que les élèves ont eu plein d'idées. Donc, on est allé, bien sûr, de l'étymologie à la question de l'orientation sexuelle qui a inspiré beaucoup de travaux. Et puis aussi au choix d'une filière qui avait donné, d'ailleurs, l'idée du thème au départ. Alors, la séquence a fait alterner des lectures étonnantes et puis des ateliers d'écriture visant à délier les plumes. Donc, le premier nous a été fourni par Félix Fénéon, qui est un journaliste du début du XXe siècle, fin XIXe d'ailleurs aussi, qui a écrit des nouvelles en 3 lignes assez percutantes, en fait, comme celle-ci. Et donc, les élèves se sont amusés à en écrire plusieurs. Donc, je n'en ai mis qu'une. Une touriste japonaise voulant immortaliser son voyage en Inde prit un selfie en hauteur. Elle glissa, tomba, dégringola et mourut en bas des escaliers. Donc, je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, hein, c'est volontaire. Nous nous sommes ensuite appuyés sur Raymond Queneau, Un conte à votre façon. Donc, on a lu chacun a pu faire son petit parcours narratif. Les élèves ont découvert le texte. Et puis, ils ont ensuite essayé de spécialiser une petite progression narrative à leur manière. Donc, c'est un thème qu'on aurait pu développer, mais on n'a pas eu le temps de le faire l'année dernière. Jusqu'à progresser à Georges Perec. Donc, il faut dire que l'année dernière, il y avait un projet autour de l'Oulipo. Et donc, on a essayé de croiser, d'associer les problématiques, pour des raisons qu'Edith vous expliquera certainement. Alors, Georges Perec apporte un autre regard sur le rapport entre texte et image. Donc, l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation est un texte très intéressant, mais qui amène naturellement la notion de circularité et puis de chute également. On a travaillé également sur l'humour du texte. Et là, on a une idée quand même, en discutant, d'ailleurs, je me rappelle bien de ces discussions, l'idée assez étonnante d'évider ce schéma pour que les élèves essayent de couler les prémices de leurs idées de nouvelles dans le schéma vide. Donc, de manière à ce qu'ils aient eux aussi une sorte de progression narrative. Ils n'ont pas pu remplir toutes les cases. Mais disons que c'était juste quand même une expérience assez amusante. Et pour une nouvelle, c'était dur quand même. Hein. C'est la comédie humaine. Hein. Ça aide à supprimer toute la ponctuation comme le fait ici Perec. Alors, suite à cela, puisqu'on était quand même parti pour s'amuser, on a étudié quelques épisodes de la série. Bref, je vous passe les autres nouvelles qu'on a étudiées, hein, qui étaient toutes assez surprenantes. Et on a étudié le contraste aussi entre des fins en suspens et des fins qui soient vraiment des coups près, parce que Claire Collin est spécialiste de la nouvelle contemporaine, et donc elle a permis d'élargir le corpus, notamment à la série télévisée. Et donc, peut-être que vous aurez l'occasion de revoir des épisodes de Bref ce soir chez vous. Mais on arrive à faire des analyses qui sont quand même assez intéressantes et en plus qui remobilisent beaucoup de notions vues en cours de français. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un moment assez déterminant dans la séquence, en termes de densité, de brièveté, puis d'état de figure de style, en fait, puisqu'on parlait de stylistique auquel la série ne cesse de recourir.
Alors, les élèves ont ensuite prémédité le travail au brouillon. Donc, on a un petit peu freiné, même si c'est contraignant, l'écriture pour ne pas qu'ils rédigent immédiatement. Donc, passer par les phases de préméditation de l'écriture. Donc, vous voyez que certains élèves ont des schémas qui ne sont plus très loin finalement de ceux de Pérec. Et puis Claire Collin a passé beaucoup de temps, peut-être, ça peut se compter en heures, à discuter avec chacun des élèves. Elle a été d'une patience extraordinaire pour que chacun affine son projet d'écriture. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur ce que je ne peux développer puisque c'est sa propre maïeutique qui était en question. Je vais vous lire simplement le texte de la lauréate du concours. Nous l'avons coupé. Alors, le texte est désorientant, hein, ne soyez pas surpris, et n'hésitez pas à émettre toutes vos hypothèses de lecture. J'en ai une autre. Un pou et une puce font la course. Qui gagne? Le pou, car il est toujours en tête. Nous pouffons de rire. Ah, ma vie, c'est la meilleure. Nous sommes toujours ensemble, entre collègues à rigoler de tout dans notre cher édifice. Moi, c'est Sam. Lui, là-bas, c'est Marc. Il adore la salade. Il en a toujours avec lui. Et elle, c'est Camille. Elle brille de 1000 feux. Malheureusement, elle est trop loin de moi pour que je tente quoi que ce soit. Nous sommes beaucoup trop nombreux pour que je vous les présente tous. Chez nous, il y en a de toutes les couleurs, des jaunes, des noirs, des blancs. C'est nos différences qui font notre force. Hypothèse de lecture. Nous faisons tout ensemble, le boulot évidemment, qui est très fatigant et répétitif, il faut le dire, mais même la toilette. Nous frottons et moussons tous ensemble, c'est mon moment préféré de la journée. La nuit aussi, nous la passons tous à dormir ici. Parfois, il y en a qui se barrent ou qui sont virés. C'est toujours triste un départ. Il faut dire que le patron n'a aucune pitié. Je vais passer l'explicite. Alors il m'attrape par les côtes et me force à sortir, mais je lutte de toutes mes forces. Après un combat acharné qui m'a paru interminable, il gagne. Je suis retirée de la communauté en sang. Camille, je hurle de plein poumon. Ça y est, je me retrouve condamnée loin des autres. La petite souris passera à minuit et quelques. Alors je termine par... Pardon. Je me demande si tout le monde a compris. Sinon, il faut regarder plus d'épisodes de Bref pour arriver à vous mettre dans l'esprit. Alors, voilà, simplement quelques témoignages que je ne vais pas vous lire, mais ils mettaient en valeur l'idée de confiance en soi, qu'on n'avait pas abordé explicitement face aux élèves, mais dont nous avions beaucoup parlé dans nos réunions préparatoires. Bien, merci beaucoup. Donc, tout ça sera en ligne aussi, hein, le projet dans son détail. D'accord, je vais vous présenter le début de la deuxième séquence que j'ai le plaisir d'organiser avec Romain Ménini. Alors la séquence est un petit peu bifide, luttes armées et joutes verbales. Donc elle a lieu en classe de littérature et société. Donc en fait, il y avait deux projets. Le premier, c'était d'aller visiter le château des Coins avec des conférences de nos propres élèves. Donc c'était assez original. En fait, tout repose sur le site du musée qui présente 30 œuvres majeures. Donc ils les avaient choisies. Ils ont eu un petit peu de temps pour les retrouver dans le musée parce que c'est quand même un dédale. Et donc, je travaille avec mon collègue d'histoire-géographie, Philippe No, qui a fait d'assez nombreux cours préparatoires et magistraux, il faut bien le dire, pour que les élèves s'immergent dans la culture du XVIe siècle. Voilà, donc pour présenter cette véritable conférence, j'avais exposé, puisque je suis spécialiste de rhétorique et que j'ai du mal à réfréner mes ardeurs, les 5 parties de la rhétorique en insistant sur la mémoria et sur l'actio. Et donc, les élèves ont parlé par binôme devant l'œuvre sans le moindre document. Donc, c'était intéressant parce que on a eu le plaisir de les écouter puis de les interroger. Ils devaient préparer des réponses aux questions qu'on pourrait leur poser. Donc, les élèves qui ont suivi les exposés en tant qu'assistants ont été très actifs et donc on a pu tester leurs connaissances puisqu'un conférencier ne doit pas épuiser ses ressources dans son simple exposé. Bon, alors, Romain Ménini, maître de conférence à l'UPEM. Donc, j'ai eu le plaisir de faire 3 séances dans la classe de Déborah. L'enjeu était de replacer la question de la créativité verbale avec Rabelais dans ce cadre de la lutte armée et de la joute. Et donc, de concevoir comment, éventuellement, la créativité pourrait être vue comme une joute. Et effectivement, dans le roman rabelaisien, à supposer que ce soit un roman, la plupart des mots, ou certains morceaux de bravoure qu'on aura sélectionnés adoptent la forme d'une joute. Et donc, tout l'enjeu, c'était d'imaginer un combat qui puisse non pas anéantir l'adversaire, mais élever les deux adversaires, puisque très souvent, chez Rabelais, tout de même, ce sont les mêmes qui gagnent.
Et donc, c'était comme la revanche du langage après l'introduction historique qui avait été faite notamment par Philippe Nau, comment Rabelais, par le langage, arrive à défier même les pires atrocités de son temps, sachant que son temps n'est pas encore celui des pires atrocités du XVIIe siècle, puisqu'on se situe avant les guerres de religion. Et donc, on pouvait aussi envisager la guerre, à supposer qu'elle soit une guerre de mots. Et le dernier chef-d'œuvre de Rabelais, est le quart-livre, qui est certainement son œuvre testamentaire, est aussi une guerre de mots et de papier. Comment cette guerre de mots peut conjurer les véritables guerres du temps. Pour ce qui est de mon intérêt personnel, c'était aussi le moyen de mettre à l'épreuve un projet que j'ai en cours, à savoir, je dois diriger une réédition de toutes les œuvres de Rabelais en version bilingue, donc texte ancien et, comme on dit, traduction en français moderne, mais bon, on va supposer qu'on puisse traduire du français, pour la collection bouquins de Robert Laffont. Et donc, moi qui ai plus l'habitude de travailler, ça recoupera certaines des préoccupations d'Arnaud Lémé sur la question de l'érudition chez Rabelais et de sa culture classique, c'était aussi une manière de voir comment le texte de Rabelais pouvait rayonner, être une matrice d'invention quand on n'a pas cet accès érudit. Et il a été question d'un texte de Rabelais qui résiste aux élèves, c'est vrai, mais je crois que c'est la vocation du texte de Rabelais de résister à tout le monde, et pas seulement aux élèves. La critique s'est demandé si les contemporains de Rabelais avaient trouvé la substantifique moelle. Assurément non, et peut-être même moins que certains des lecteurs qui sont arrivés bien après les lecteurs contemporains. Ça, c'était pour la question de mon intérêt personnel. Par ailleurs, ce projet entre en cohérence avec les volontés, les projets, les réalisations du département de lettres de l'UPEM. Caroline Trotteau en a parlé peu avant, que j'ai rejoint en septembre 2014. Et cette manière d'animer des ateliers poursuit au lycée des méthodes, à supposer que c'en soit, des intérêts qu'on appelle l'innovation pédagogique, dont on essaie de mettre à l'épreuve, qu'on essaie de mettre à l'épreuve dans nos classes avec nos parcours de licence, par le biais notamment des ateliers d'écriture. Donc il s'agit de se demander pourquoi on fait des lettres et éventuellement d'apprendre à le savoir en faisant soi-même, ce qui n'est pas forcément la pratique universitaire habituelle telle qu'on la connaît. Et donc il a été question de Lettres vives, qui est la réunion annuelle qu'on a à chaque fin d'année. Dans Lettres vives, on essaie de faire la synthèse entre tous ces projets, les ateliers d'écriture, le concours de nouvelles. Et donc, je répète, le concours de nouvelles aidé par le FSE est reconduit cette année. Et cette année, le thème est apprentissage. Donc, avis aux amateurs. Bon, comment les ateliers, et je vais aller un peu plus vite, se sont déroulés. J'ai fait dans une première séance une très brève présentation de Rabelais lui-même, en essayant d'échapper à la biographie, puisque de toute façon, on ne sait pas grand-chose sur Rabelais, pas sa date de naissance à 20 ans près, simplement en disant qu'il n'avait pas signé ses 2 premiers livres de son nom, ce qui a beaucoup plu aux élèves, je crois. Et donc, le premier atelier d'écriture partait de là, essayer de trouver son anagramme, comme Alcofri Basnazé, que vous connaissez tous, ou Serafino Calbarsi, qui est une deuxième anagramme à laquelle a recours Rabelais avant d'y renoncer, puisque un imitateur l'apprendra. Donc, quand un imitateur prend votre anagramme, elle est plus valable. Et donc, dans cette première séance, il a été entamé un épisode de réécriture du chapitre de l'écolier limousin que vous connaissez tous. Et l'une des plus belles réussites a été, je crois, en tout cas un exemple, ce texte-ci qui est assez long, mais où il s'agit de substituer à celui qui écorche le latin, celui qui d'une certaine manière écorche le français en procédant, en parlant le de gueux. Notez tout de même, je crois, un certain don pour la pointe, ou tout au moins pour la chute, qui avait été travaillé dans d'autres... Par rapport à Rabelais aussi. Voilà. Et en plus, par rapport à... Parce que les élèves ont essayé de construire des textes mimétiques de ce que tu avais expliqué en classe, c'est-à-dire de la chute de Rabelais, que tu peux peut-être... Et ça,
Alors oui, c'était ce que j'avais. Tu écorches le latin par Saint Jean, je te ferai écorcher le renard. Et bon, écorcher le renard étant vomir. Et donc, à un moment, Pantagruel ne supporte plus cette affectation de parisianisme de la part du Limousin qui, en réalité, latinise à outrance. Bon. Deuxièmement, ça c'est Déborah qui a prolongé la question du travail avec Rabelais. Il s'agissait de dessiner avec Rabelais. Vous reconnaissez l'abbaye de Thélème qui, je trouvais... Je pense que ça devait être à peu près ça, à supposer qu'elle ait été quelque part dans un lieu virtuel ou dans un monde parallèle. C'est ça, bon, avec ces 6 tours, bon, un peu orientalisées. Et je crois que c'est par ailleurs une c'est vrai ? Ah, la Sibylle a un peu disparu en dessous, mais vous pouvez voir qu'elle fait un peu peur. Les moutons de Panurge sont très expressifs. Et on la voit mal, mais c'est censé être la fontaine du temple fantastique de ce livre factice qui paraîtra 11 ans après la mort de Rabelais. On aurait pu mettre aussi un Tarande, qui est la première créature qu'on trouve dans la première île du Quart-Livre, qui était très bien représentée, qui est meilleur qu'un caméléon, puisqu'il peut aussi prendre la couleur blanche. Donc c'était une sorte de reine avec les possibilités du caméléon. Je passe vite. Les 2 dernières séances étaient consacrées à imiter, ou tout du moins à rivaliser, puisque c'est ça aussi la joute, c'était rivaliser avec Rabelais. Et on avait choisi, pour des travaux en demi-groupe et par binôme, 4 textes destinés à servir de modèle. La naissance de la guerre picrocolline avec les insultes, Diogène qui meut son tonneau parmi des Corinthiens qui préparent la guerre, prologue du tiers livre, le blason, ou ce que Rabelais appelle le blason du fou Triboulet qui est consulté en dernière instance dans le tiers livre, et l'anatomie de Carême Prenant, ce monstre. Bon, voilà, par exemple, pour le passage, je passe vite, de Triboulet, expansion du nom, donc épithète, groupe prépositionnel ou complément de détermination du nom, et ça peut donner, par exemple, ça, à la place à l'imposteur, qui est tout à fait, bon, un nom tout à fait, que Rabelais aurait certainement aimé, le voyant, et Rimbaud aussi certainement aurait aimé, le voyant à remplacer le fou, bon, avec ses épithètes, sachant que le voyant me semble être un clairvoyant totalement voyant, à l'imposteur me semble être un clairvoyant totalement voyant. Louise répond proprement et totalement voyant. C'est très... Et alors ça, j'avoue que j'ai beaucoup ri en lisant ça. Donc, il s'agit donc d'aller voir un fou, puisqu'on a épuisé les autorités dans le tiers-livre. Est-ce que Panurge doit se marier ? De toute façon, il ne le saura pas, mais la dernière autorité qu'on consulte est le fou Triboulet, qui est notamment le nom du fou de Louis XII. Et donc là, il s'agit de la réécriture d'un binôme qui m'a fait vraiment rire. 2 psychologues dingues se démenaient pour savoir lequel des 2 était le plus frappadingue. Bon, j'ai laissé le S. Ils s'introduisirent dans les cages à animaux du cirque Saint-Michel pour demander l'opinion d'un Ouistiti. Bon, et donc les 2 fous demandent au Ouistiti. Et donc, Ouistiti, avec bon, ce système d'écho, puisque normalement Pantagruel répond à Panurge, le Ouistiti est de petite taille, mais il est de grande intelligence. Donc on a tout un système. Bon. Et encore une fois, je crois que la chute est assez maîtrisée. Brinzingue, le macaque a raison, le plus folasse d'entre nous, c'est lui. Mais attends, où est ma carte bleue ? Bon, et je termine sur Carême Prenant, qui, je pense que les 2 passages sont d'excellentes matrices pour arriver à comprendre ce qu'est une épithète, ne serait-ce que ce qu'est une comparaison, à supposer qu'on se demande sur est-ce qu'une comparaison est bienvenue ou malvenue. Et chez Rabelais, on a essayé de rendre compte du sens de toutes les comparaisons et on n'y arrive pas. C'est-à-dire que très clairement, il y a des comparaisons qui, soit on ne perçoit pas la congruence, soit il y a une incongruence volontaire. Et c'est sûrement le cas dans les 2. Bon, je crois que celui-là est vraiment très réussi. Alcibiade trébucha sur une pierre dans le bois de Boulogne. Il tomba nez à nez avec un minothorinque, très beau mot valise. On avait vu la question du mot valise, très importante chez Rabelais, qui était un gigolo pas comme les autres, etc. Alors, bon, il y a des jeux de mots qui sont vraiment assez fins. Les hanches comme Athènes, alors avec... Bon, c'est cette précision au capital de la Grèce, la Grèce sur les hanches. Bon, et une qui aurait vraiment plu à Rabelais, c'est les épaules. Est-ce qu'elles sont là ? Les épaules comme le nord et le sud. Je trouve ça absolument splendide. Le pôle nord, le pôle sud, c'est vraiment superbe. Donc ça, je pense que ça aurait pu... Bon.
Et on voit le travail sur les synonymes avec le kiwi qui peut être un oiseau qu'on appelle Aptérix. Et donc, si les couilles sont comme des kiwis, elles peuvent être comme 2 Aptérix. Donc là, on voit comment le dictionnaire des synonymes permet de travailler. Bon, voilà. Alors, je vais donc passer sur le 3e projet. Donc là, c'était l'année dernière avec une classe de première L. Et donc, j'ai travaillé avec Frédéric Forté, qui était écrivain en résidence à l'UPEM cette année, en 2015. Et puis Virginie Tahar, qui est Prague à l'UPEM et qui adore animer des ateliers d'écriture et donc qui a travaillé avec nous. Donc, je me suis rendue à l'ouverture de la résidence, hein, l'après-midi d'inauguration, et c'est là que j'ai vu qu'il était intéressé par l'écriture des lieux. Et donc, au départ, il a fallu travailler justement avec les élèves, mais en partant d'écrivains que j'avais intégrés dans mes séquences, parce qu'il y avait quand même l'EAF, l'oral à la fin de l'année. Donc, travail sur Alcool d'Apollinaire, et puis sur les tableaux parisiens de Baudelaire, où je me suis centrée justement sur la force évocatoire de l'écriture poétique, et puis la manière de faire parler les lieux, hein, avec le choix des mots, les images marquantes, etc. Et en même temps, il y a eu tout un travail sur apprendre à scander, force de la versification, etc., puisqu'ils allaient créer de la poésie, et que ce n'était pas aussi facile que cela. Et donc après cela, nous nous sommes rendus... Merci. À l'UPEM pour l'atelier d'écriture. Et c'est là que Frédéric Forté a vu les élèves et il leur a expliqué qu'il était écrivain oulipo, donc il travaillait la poésie, mais sous forme de jeu, hein, et une poésie tout le temps avec des contraintes. Et donc, il a introduit les morales élémentaires portatives qu'il a pris chez Queneau. Queneau a écrit des morales portatives et Frédéric Forté les a simplifiées. Et les élèves avaient tout simplement des traits. Là où vous voyez des mots ou expressions, il y avait des traits. Et donc, on a recopié ces traits pour avoir un modèle de ce qu'il fallait écrire. Et la consigne, c'était tout simplement se promener dans les lieux de l'université et écrire son poème. Et donc là, vous avez un résultat. Donc, cygne barrissant, mouette piaillant, miroir, crocus bleuis, roseau frémissant, reflet, le rail bourdonne, les signaux sonnent, tête blême, canard perché, rêve. Et donc, c'est l'étang des ibis près du RER à Logne. Et non, juste avant. Et donc, si vous voyez, voilà, c'est ça le lieu qui... Voilà, c'est ça le lieu. Et puis, il y avait une tête très stylisée qui a disparu depuis, puisque c'était un projet, et le projet s'est terminé. Mais quand les élèves ont écrit, justement, il y avait la tête juste à côté de la gare. Ensuite, ils ont écrit aussi des tridents. Là aussi, c'est une forme fixe. Voilà. Non, excusez-moi. Un deuxième exemple, si vous voulez. Journée bruyante, nuit inquiétante, cité, joints écrasés, fleurs fanées, éternité. Dans ce manège si infernal, lui et moi sommes pareils. Rêve lointain, ennui partagé, fraternité. Cité Pablo Picasso, et c'est l'image juste... Voilà. Donc, puisque les élèves avaient le droit aussi de parler d'un lieu qu'ils connaissaient, pas uniquement des lieux de l'université qui les entouraient. Hein. Et alors, le but du projet, c'était de créer à la fin un plan interactif du Val Maubuée. Et chaque fois qu'on clique sur un endroit, vous avez un poème qui s'affiche. Hein, création d'étudiants, d'élèves, etc. Tout ce qui a été fait pendant la résidence. Et donc, deuxième forme fixe, c'était le trident. Donc là, c'est une forme inventée par Jacques Roubaud, qui était très intéressé par les haïkus, qui l'a simplifié. Et donc, il s'agit d'un poème de 3 vers, de 5 3 et 5 syllabes. Et vous avez un signe mathématique en plein milieu qui n'interfère pas avec le sens du poème et qui est là pour agir comme pivot. Et donc là aussi, il y avait les 3 lignes donc, à remplir avec le nombre obligatoire de syllabes, et on se promenait aussi autour de l'université et on inventait. Et donc vous avez 3 exemples. Là, je pense que vous connaissez le bâtiment Rabelais. Donc l'image, c'est le bâtiment Rabelais. Donc chapeau facétieux, Rabelais, moine, médecin.
Bon, c'est des élèves qui avaient travaillé Gargantua. Voilà pourquoi ils savaient quand même le côté moine et médecin. Alors, là, c'est l'axe de la Terre devant l'Essier, l'école d'ingénieurs, juste à côté du bâtiment Copernic. Pieux moyenâgeux, axe essieux, levier d'Archimède. De cette cabine en acier, je m'élève aux cieux et c'est le bâtiment Copernic. Donc, une fois que les élèves se sont lus les poèmes, et Frédéric Fortet voyait si ça allait, ça n'allait pas, etc., nous avons repris quand même l'écriture en cours pour réfléchir à ce qu'on gardait, ce qu'on enlevait, ce qu'on modifiait, etc. Et c'était assez intéressant parce que justement, on se posait la question de la poéticité, du choix des images, etc. Et parfois, il voyait des choses dans l'écriture des autres qui n'étaient pas des effets recherchés. Par exemple, il y avait le mot essieux avec l'axe de la Terre devant l'essier, et il disait « Ah, mais c'est super, parce qu'il y a un jeu sur essier, essieux », et puis l'élève disait « Mais non, non, moi, il me fallait un synonyme pour axe. » mais si, parce que ça fait très bien, etc. Et donc, c'était une réflexion assez intéressante, justement, sur ce que c'est que la création poétique, et puis sur des choses aussi qui naissent toutes seules, comme ça, et qu'on garde telles quelles, sans avoir forcément recherché tel ou tel effet. Et ce qui était intéressant, c'est parce que là, c'était donc une séquence d'écriture sur l'Oulipo qu'on n'aurait pas forcément faite telle quelle, mais qui se greffait sur le travail de l'année, et où il y avait justement pour les élèves la question de la poésie qui sert dans la vie de tous les jours, avec cette idée justement de plan interactif. Et comme nous sommes allés avec aussi les secondes à la journée Lettres vives, ils ont pu lire leurs poèmes devant l'auditoire des étudiants, etc. Et ils ont aussi entendu le travail des étudiants. Et donc, du coup, ils voyaient le lien entre poésie et vie réelle. Donc, il y avait ce questionnement. Souvent, on nous dit, mais à quoi ça sert, tout ce qu'on fait, etc. C'est uniquement pour l'examen. Et là, ils disaient, mais non, c'est différent que l'examen, parce que ça nous apporte autre chose, on a créé pour notre plaisir, etc. Et puis ça va servir avec le plan interactif et puis avec l'après-midi. Et en fait, l'année dernière, pour les premières L, au bac, il y a eu Poésie du voyage. Donc, du coup, ce n'est pas fait exprès, mais du coup, ils avaient l'impression qu'il y avait aussi un gain supplémentaire. Et donc, là, il y a des témoignages. Et c'est étonnant parce que la plupart ont aimé le fait de faire autrement. Donc, découvrir le monde universitaire, puis j'aime davantage la littérature. Et c'était impressionnant, mais il y a beaucoup d'élèves qui disaient « Ah, mais moi j'irai à l'UPEM, c'était génial. » Mais c'est aussi le but, hein, créer des liens avec l'université. Ça leur a vraiment donné envie. Les autres témoignages, on ne les a pas gardés. Hein. Mais... non, mais ils ont eu l'impression justement qu'à la fac, on faisait des choses extrêmement intéressantes. Bon, il y avait un choix, mais ils ont eu l'impression qu'on faisait que de la création. C'est un étonnement salvateur qu'il faut entretenir. En même temps, ils ont entendu les travaux d'étudiants et c'est vrai qu'il y avait des choses magnifiques. Et donc du coup, c'était, mais avec les lettres, on fait énormément de choses. Et donc, vous voyez, bon, le fait d'avoir découvert l'Oulipo, qu'ils n'auraient pas vu autrement, et puis le fait aussi d'avoir été à Égal avec des profs d'université, d'avoir été à l'amphi, ça les a vraiment impressionnés. Et juste une dernière page, voilà, il y a la vidéo de leur lecture devant l'amphi qui est en ligne, mais sur le site de la résidence de Frédéric Fortet. Et donc du coup, chaque fois qu'ils ont envie, ils peuvent y aller, y retourner. Et ils sont vraiment fiers. Oui, tous les soirs. Mais ils sont fiers parce que du coup, ils étaient applaudis à chaque fois. Il y avait beaucoup d'étudiants ou de profs qui riaient. Et donc du coup, vraiment, ça montrait la qualité de leur production. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions, partage d'expériences, questions? Il me semble que c'est relativement stimulant pour des expériences que vous pourriez faire aussi. Est-ce que ça vous interroge sur tel ou tel point? Une question que je me posais, j'avais quand même deux remarques que j'aimerais expliciter. Ce qui me paraît intéressant dans tout ça, c'est précisément, rappelons-nous que ce qu'on demande à nos élèves, à savoir de se mettre en position réflexive par rapport au langage, c'est ce qui est le plus difficile à construire.
hein, le moins évident, notamment pour les moins dotés culturellement. Donc le fait de construire cette réflexivité à partir de pratiques, hein, ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est en lisant qu'on devient liseron et en écrivant un peu pareil, il leur vient des choses en fabriquant, hein, et en voyant tous les enjeux à la fois existentiels et formels. Ça c'est une première chose. Et une deuxième, là aussi, alors, bon, il faut regarder au cas par cas, mais par exemple le fait de spatialiser, que ce soit dans un espace réel ou même en dessinant, hein, on le fait avec des élèves jeunes, n'hésitez pas à le faire avec des élèves plus grands. Hein, ça donne à penser, hein, ça clarifie les choses et ça donne aussi un rapport à l'écriture qui n'est pas le même. Hein, parce que très longtemps, et on le voit, je pense souvent encore dans les premiers cycles universitaires, nos jeunes gens pensent que la pensée d'un professeur d'université ou d'un écrivain se déverse naturellement sur le papier à travers le stylo en forme linéaire. Bon. Donc leur montrer que ce n'est pas comme ça que ça se passe, qu'on peut en effet faire des listes, faire des tableaux, faire des dessins, faire des croquis, et que tout ça participe du travail, c'est important et intéressant. Une dernière chose, peut-être, est-ce que, je pensais en termes de retour sur investissement par rapport à l'EAF, alors les vôtres, ce n'était pas encore le cas, enfin en tout cas c'est sur cet atelier précis. Est-ce qu'il y a d'autres projets où vous avez pu un petit peu mesurer ce que ça donne dans d'autres lycées? Ou est-ce que ce n'était pas pertinent? Enfin, ça ne s'est pas posé comme ça. Les mauvais examinateurs, il faut les changer. Ça, c'est une des choses que je me disais avec la présentation de Caroline Trotteau tout à l'heure sur la question des corpus canoniques. Hein. Bon, à force de venir ici et d'échanger entre nous, les habitudes vont se prendre, mais on sait que faire évoluer les canons, c'est difficile. Hein. Cela dit, si ça rentre dans une problématique claire, avec tout un encadrement, ça peut sécuriser les examinateurs. Mais en tout cas, voilà, répandons l'idée que si des élèves arrivent avec des dossiers un petit peu intéressants et atypiques, il ne faut peut-être pas hésiter à les interroger dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes, interrogations, inquiétudes? Oui, remarque? Oui, pardon. Merci. Je voudrais dire juste deux choses. D'une part, qu'on a une grande lecture d'écrivains oulipiens le 15 décembre, si tout va bien, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à 17h à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Donc, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Il faudra sans doute s'inscrire, puisque vu les mesures de sécurité. Mais voilà, il y a 7 oulipiens, je crois, qui viennent. Vous retrouverez ça sur le site où je ferai passer par Monsieur Guillaume. Ça, c'est donc factuel. Deuxième chose, dans tout ce qu'on a dit depuis ce matin, moi, je pense qu'il y a aussi on est sur la liaison Bac plus 3, Bac moins 3, mais à l'université, on est aussi sur la liaison avec le professionnel. Et finalement, tous, on travaille aussi pour ça. Et si les élèves hésitent à s'inscrire en L, bien souvent, c'est parce qu'ils ont l'idée qu'avec un bac L, il ne suffit pas d'avoir le bac, quoi. Avec un bac L, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, toutes ces... Et dans la vie... même la vie d'enseignant, mais enfin dans la vie du littéraire qui n'est pas devenu enseignant, dans la vie de l'entreprise, il faut travailler en groupe, il faut savoir s'exprimer correctement, il faut effectivement analyser. Enfin bon, c'est la démarche compétence, pour le dire, qui irrite souvent les collègues du secondaire. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses auxquelles il faut prendre un peu de recul, même si c'est difficile, parce que quand on enseigne dans une classe, on a un programme, on a les attentes des parents, on a tout ça. Mais on voit bien que dès qu'on fait autre chose, parce que finalement c'est à ça que ça sert de travailler ensemble, c'est que ça donne de l'air à tout le monde. Dès qu'on ouvre la porte de la classe, il y a un poète qui rentre, quelqu'un d'autre, hop, on n'est plus tout seul et tout le monde peut changer de positionnement, regarder ailleurs. Et cette ouverture-là, c'est la littérature et société, quoi. Hein, c'est cette idée-là. Et donc ça, cette idée du professionnel, je crois que c'est aussi très important pour... Bien. Oui, je vous en prie. Au sujet de littérature et société en seconde, cette année, on s'est retrouvés au lycée avec 60 élèves
à gérer. Et donc j'aurais voulu savoir s'il y avait des textes ou pas, ou si c'était chaque établissement qui décidait du nombre d'élèves qui intégraient Non, c'est 4 classes, 15 élèves par classe, et donc nous sommes 2 face à 60 élèves. Donc on a divisé la classe en 2 et je ne les vois concrètement que tous les 15 jours pour un projet culturel d'écriture de carnet d'exil avec François Beaune, etc. Mais ça devient très compliqué. C'est 2 heures par semaine, mais comme ils sont 60. Oui, c'est 2 heures, parce que l'autre heure est assurée par... Il a 2 heures toutes les semaines. Oui. Donc non, mais c'était le chiffre de 60 pour monter un vrai projet d'écriture, etc. Donc, les différents... si votre question porte sur les modalités possibles d'un appariement, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut. Hein. Bon, après, il y a la faisabilité. Est-ce qu'on va réussir à remonter les dossiers, obtenir l'argent, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais sinon, vous voyez, ça peut être en classe de première. Donc, ça peut être avec un groupe de 20 élèves. Ça peut être... Après, ça dépend aussi de la disponibilité des universitaires. Hein. Est-ce que ça peut être sur 2 classes, sur une seule? Tout est possible. Hein, le problème, si vous avez 60 élèves à embarquer dans un projet, de toute façon, le temps de monter le projet, ça sera forcément pour la rentrée prochaine et pas maintenant, ça c'est sûr. Mais je pense que là aussi, il faut qu'on trouve nos interlocuteurs dans l'enseignement supérieur. Donc 2 classes, ça veut dire au moins 2 universitaires. Bon, donc il faut voir. Mais après, sinon, tout est possible. Hein. Il y a pas de... Donc tant mieux si vous avez 60 élèves en littérature et société, félicitations. Ouais. Mais c'est la première année qu'il y en a autant ? D'accord. D'accord. Bon, non, mais après, il faut réfléchir aussi à ce qu'ils vont devenir l'année d'après, ces élèves-là. Mais non, tant mieux, très bien. Idéalement, enfin, pour votre établissement, il faudrait qu'il y ait davantage d'enseignants qui s'en occupent. Ouais. Non, il n'y a pas de raison que... Non, il peut y avoir 2 binômes. Bah oui. Non mais là aussi on sait, enfin bon, pour des tas de raisons, c'est pas le moment on va pas commencer à parler de ça à cette heure-là de la journée, mais c'est pas forcément un enseignement après lequel les enseignants se précipitent dans les établissements, mais si ça marche, il n'y a pas de raison. Hein. Donc non, il faut pas qu'il y ait un volontaire qui s'y colle et qui fasse cet enseignement-là. Vous pouvez être, ça doit faire partie du service normal d'un enseignant de lettres. Et par ailleurs, l'habitude est de travailler avec un historien, mais ça peut être un autre. Ça peut être un enseignant d'art plastique, ça peut être un physicien, ça peut être qui vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'autres questions, pratiques ou plus ouvertes? Bon, écoutez, si ce n'est pas le cas, je vais vous remercier, vous, de votre attention, de vos initiatives passées et à venir. Vous pouvez toujours nous contacter par Internet en cas de demande, besoin. Et remercier beaucoup aussi nos intervenants et l'Université Paris 8 qui nous accueille. Au revoir.